Mesdames, Messieurs, bonjour, il est midi à Dakar et partout au Sénégal, 12h GMT. Bienvenue dans le grand journal de la RFM. Souleymane Niang. Au sommaire de cette édition, beaucoup d'émotions ce matin à la levée du corps d'Abdoulaye Néné Cissé, le fils du médiateur de la République, assassiné aux États-Unis, et une note de politique avec l'appel lancé par Alioune Badara Cissé pour les retrouvailles de la famille libérale. Affaire Sokhna Aïda Diallo, réaction de Serigne Saliou Thioune dans ce journal. Le fils de feu, Cheikh Béthio Thioune, appelle au respect de la voie tracée par Serigne Touba. Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop à nouveau dans la rue pour réclamer leur bourse. Une manifestation vite maîtrisée par les forces de l'ordre. Et puis accident mortel la nuit dernière près de Fatick, il y a 2 morts et plusieurs blessés. Les titres de l'actualité internationale avec vous, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane, le prix Nobel de la paix 2019, Premier ministre de l'Éthiopie, objet de vive contestation, bilan des manifestations, 4 morts et plusieurs blessés. L'ex-président de l'Assemblée nationale centrafricaine de retour à Bangui, Karim Mekassoua, réitère son ancrage dans l'opposition et déclare que les conditions ne sont pas réunies pour la tenue de la présidentielle. Réaction du président Archange Touadéra sur RFI, vous l'entendrez. Le développement de tous ces titres, Binta Diallo, dans le journal Inter tout à l'heure. À présent, accueillons Cheikh Tidiane Diagne pour le menu du journal des sports. Bonjour Cheikh Tidiane. Bonjour à vous Souleymane et bonjour à tous. Nous allons parler du tournoi de préqualification aux Jeux Olympiques. 12 Jeux ont été retenus. Comparé à la dernière liste qui a été publiée par Chersa, il en manque des cadres. Vous entendrez sur des thèmes là-dessus. Nous allons aussi nous intéresser à Génération Foot qui a été éliminée hier au lendemain donc de son élimination. Des regrets aussi du côté de Génération Foot. Cependant, le club de Denis Birandao pourrait bénéficier de circonstances atténuantes. Vous entendrez l'analyse du doyen Abdoulaye dans ce journal. Le détail dans quelques minutes. À tout à l'heure, cher Tidiane. Et puis, point de vue, en fin de journal, nous parlerons de la recomposition de la scène politique au Sénégal à la lumière de la formation de nouveaux pôles au sein de l'opposition. À la mise en onde de ce journal, Alioune Ba. RFM midi. Souleymane Niang. Ils étaient tous là, unis dans la compassion, au-delà de tout clivage partisan. C'est toute la classe politique, mais aussi de nombreux amis et proches du médiateur de la République qui se sont retrouvés ce matin à la morgue de l'hôpital principal de Dakar pour la levée du corps d'Abdoulaye Néné Cissé, le défunt fils d'Alioune Badara Cissé, assassiné il y a quelques jours aux États-Unis. Compte rendu, Pape Balagueye. L'esplanade de la morgue de l'hôpital principal de Dakar a refusé du monde ce matin à la levée du corps d'Abdoulaye Néné Cissé. Fils du médiateur de la République, Alioune Badara Cissé, toute la République et l'opposition dans sa majorité ont tenu à le soutenir dans la douleur qui frappe sa famille. Mohamed Boun Abdallah Dionne, secrétaire général du gouvernement, porte-parole du jour. Tout ce qui vous touche nous affecte. Le président de la République renouvelle et présente ses condoléances et compatit à la douleur. Nous prions pour le repos de l'âme d'Abdoulaye. Affecté par la douleur, Alioune Badara Cissé se félicite pour autant de la compassion de toute la nation suite à la perte de son fils en qui il témoigne toute son affection. Il n'y a pas pire peine que de voir ses enfants dire de tuer. Mais Abdoulaye n'est pas parti en vain. Assalamu alaikum. Amis, proches et sympathisants, personne n'a voulu rater l'occasion de témoigner aujourd'hui son attention au médiateur de la République, Moustapha Cissé Lo, ou encore Maître Madické Niang. À des relations humanitaires avec tout le monde, y compris la presse, qui perd son fils. Donc nous sommes tous interpellés et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus compatir à la douleur, accompagner et prier pour le repos de son âme. Nous respectons le décret divin. Je renouvelle mes relations d'amitié, mes relations de fraternité avec mon frère Alioune Badara. Tous les honneurs et hommages rendus, Abdoulaye Néné Cissé va désormais reposer à Touba, dans la ville sainte. En marge de la cérémonie de levée du corps, Alioune Badara Cissé a invité la famille libérale à se retrouver, comme elle l'a fait aujourd'hui à l'occasion d'un moment particulièrement douloureux. Les propos d'Alioune Cissé sont recueillis par Pape Balagueye. Le rattachement historique que j'ai avec cette formation ne peut jamais m'en éloigner. Je suis toujours concerné et interpellé au premier chef par ce qui s'y passe, ce qui s'y dit et ce qui s'y fait. Yàlla moo ko teg sama mbagg. Le président Abdoulaye Wade doon wax suñu ay mbokk
Monsieur le Premier ministre de Seck, excusez-moi, je vais faire une... Moi, je vais dire, yow, nangam diw, lu Idrissa Seck yaa ko ci tugal. Bàyyi leen ma ak Idrissa Seck da ngeen toppatoo seen affaire. Tey ak yéen, fu ngeen mën ci dem ëllëg, duñ leen wóolu, yéen da ngeen takk rëbb ci man. Ngal la waay dellu si leen. Kon nga xam ni, dans son appel à un vaste rassemblement d'une formation libérale, yéen ñëpp yéen a ngi ci biir. Si Abdoulaye peut partir et laisser ses empreintes dans un Sénégal réconcilié avec lui-même, now is the time to do so. Ce n'est pas l'appel d'un politique, c'est un appel d'un technicien de la paix que je suis devenu depuis le 20 août que j'ai repris la charge du professeur Serigne Diop. Alioune Badara Cissé. Tout autre chose maintenant, reparlons des recommandations du khalife général des Mourides à l'endroit de Sokhna Aïda Diallo. C'est pour vous proposer la première réaction de Serigne Saliou Thioune. Le guide des Tiantakoun demande à tous les disciples, y compris Sokhna Aïda Diallo, à se conformer à la voie tracée par Serigne Touba. Le voici avec Mamadou Amar Ndione. Les Serigne Mountakha Mbacké wax. On se conforme au dire du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Nous ne pouvons que nous conformer au dire du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, et on s'en félicite également. C'est le khalife de Serigne Touba, et nous, en tant que Mourides, on se conforme à ses propos. Nous sommes vraiment contents donc de la réaction du khalife général des Mourides, et nous appelons à tout Mouride à se conformer à ses dires. Je suis un talibé. Et je ne crois pas être en mesure de pouvoir demander à Aïda Diallo de pouvoir donc intégrer notre communauté comme certains le souhaitent. Mais on se conforme donc au dire du khalife général des Mourides. Êtes-vous prêt à faire appel à Sokhna Aïda Diallo pour travailler ensemble pour la communauté mouride? Et j'ai pris à donc tout talibé mouride de pouvoir se conformer à l'appel donc du khalife général des Mourides sans distinction. On ne dira pas de mal à qui que ce soit, mais on demande à tout un chacun donc de se conformer aux directives du khalife général des Mourides. Comme ko wara digal, la ko war rek moy jëfé ko te Serigne Touba tax. RFM, la radio de toute l'actualité. Dans l'actualité sociale, les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar se sont rassemblés ce matin pour manifester contre le retard du paiement des bourses, mais aussi contre le faible taux des bénéficiaires de ces bourses. La manifestation a été très vite interrompue par les forces de l'ordre, une intervention que déplorent les grévistes car ayant entraîné un blessé. Reportage Djouma Diouf. Des débris de pierres et de gaz lacrymogènes, plusieurs gémis qui squattent les lieux, tel est le décor de la devanture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar après la manifestation des étudiants, une manifestation qui a été très vite interrompue par l'intervention des forces de l'ordre, une intervention que déplorent les grévistes car ayant causé un blessé, Ibrahim Ngom est l'un d'eux. Actuellement, lorsqu'on était en mouvement, encore les forces de l'ordre ont tiré sur nous jusqu'à avoir blessé un copain. Une camarade. Actuellement, il est hospitalisé. On lui a fracassé la jambe. Supposons cette balle qu'on a tirée sur lui. Si c'était quelque part ailleurs, ce qui est sûr et certain, on va encore raconter un étudiant qui a été tué par les forces de l'ordre. Ça, nous le déplorons vraiment. Ça ne nous plaît pas d'être là à faire des grèves. Comme motif, les étudiants évoquent une défaillance dans le paiement des bourses, mais aussi un faible taux des bénéficiaires. Pas mal d'étudiants viennent ici pour réclamer, mais ils n'ont pas reçu leurs aides, ce qui est inadmissible. Mais actuellement, la plupart des étudiants, ils quittent n'importe où au Sénégal pour venir réclamer leur dû. Et on leur dit que votre nom ne figure pas dans les listes. Les grévistes comptent continuer la lutte jusqu'à satisfaction, à soutenir leur porte-parole. On est prêt à le mener jusqu'au bout, jusqu'à obtenir une satisfaction. Parce que là, ils ont dit que le paiement, ça s'arrête au 31. Aujourd'hui, j'espère que c'est le 25. Donc il ne reste que 5 jours. Et on veut faire le tout pour que dans ces 5 jours, qu'il y ait satisfaction. Ils appellent l'État à réagir au plus vite avant que la situation ne s'aggrave. Évoquons également la marche des étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey ce matin. Ces étudiants qui réclament de meilleures conditions au campus social et pédagogique. Nous y reviendrons avec notre correspondant sur place, Babacar Diouf. Et puis, à l'université de Dakar, nous avons rencontré le ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Omar Anne, qui dit ne pas vouloir se prononcer pour l'instant sur les problèmes qui affectent le Centre d'études des sciences et techniques de l'information. Selon Cheikh Omar Anne, ceci constitue un problème interne, mais des solutions vont être trouvées dans les plus brefs délais. Le voici au micro de Adji Maguette Ndiaye. Je voudrais préciser que le gouvernement du Sénégal a délégué ses pouvoirs
dans le cadre de l'académie, dans le domaine académique, dans l'enseignement supérieur, aux universités et aux établissements publics. Et la question que vous posez est une question à connotation pédagogique et académique. Donc le ministre de l'Enseignement supérieur n'est pas habilité dans ce cadre-là à en parler publiquement. C'est une question interne. Nous suivons l'évolution de la situation. Cette question est gérée au niveau universitaire avec une attention particulière de mon cabinet, mais jusqu'à présent, ce n'est pas nous, à tout niveau, qu'on a des responsabilités pour en parler. La question devrait être posée, mais je vous assure que c'est une question interne mais qui est en train d'être suivie, gérée et résolue très prochainement. Toujours dans l'actualité sociale, il n'y a pas eu de circulaire disant que ce 29 octobre, les contractuels des hôpitaux vont être arrêtés. Une assurance du ministère de la Santé qui dit qu'il s'agit d'une simple notification pour spécifier la fin des contrats prévus le 31 décembre prochain. Du côté des syndicalistes, l'heure n'est plus à la contractualisation, mais plutôt au recrutement de personnel de santé. Le dossier réalisé par Nafissatou Silla à ce sujet. Aucune circulaire n'a été adressée aux contractuels de la santé pour l'arrêt immédiat de leur contrat. Le DRH du ministère de la Santé rassure, ce qui a été relaté dans la presse est une fausse information. Ibrahima Soukandela Diouf. Cette lettre n'existe pas. Ce qui existe, c'est une notification de fin de contrat pour l'ensemble des agents du ministère de la Santé qui ont un certain contrat à durée déterminée. Et la loi dit quand quelqu'un a un contrat à durée déterminée, 3 mois avant la fin du contrat, il faut lui faire une notification de fin de contrat. Donc, il n'y a pas péril en la demeure, selon le DRH du ministère de la Santé. Chaque année, les contrats sont renouvelés. Et à mon souvenir, aussi loin que je remonte dans le passé, il est arrivé très très rarement qu'un contrat soit rompu. On a toujours renouvelé les contrats. Ça ne concerne pas seulement les hôpitaux, c'est tous les contractuels du ministère de la Santé, sans distinction de catégories socio-professionnelles, qui ont reçu une notification, et la notification, elle est individuelle, parce que c'est comme ça que dit la loi. Nous n'avons fait que respecter les dispositions réglementaires et législatives. Il s'agit seulement d'une procédure de routine, mais pour le syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social, on doit en finir avec ces contrats. Chersek, le secrétaire général. Il y en a qui sont sous contrat depuis presque 10 ans. Moi, je ne peux pas concevoir dans un Sénégal où on parle de couverture maladie universelle, où on parle d'atteindre les objectifs fixés par l'OMS et qu'on continue à contractualiser comme dans le passé, ce qu'on appelait les LDD. Est-ce qu'aller dans les structures sanitaires? Aujourd'hui, là où je travaille, à l'hôpital général de Grand, il y a 254 prestataires qui sont sous contrat. Il y en a même, je viens tout juste de l'inspection du travail, il y a certaines à qui on a arrêté des contrats et les gens-là étaient là depuis presque 10 ans. Le syndicaliste affirme que cette stratégie sert à caser le clientélisme politique. Mais il y a beaucoup, presque plus de 50% ou 60%, c'est du personnel qui n'est pas du personnel de soins, ou bien du personnel en tout cas qui interviennent dans les maladies. Mais ces contrats, les gens continueront à le faire parce que c'est des financements qu'ils veulent capter. Malheureusement, pour ces financements-là, ils ne les versent pas. C'est pas la totalité de l'argent qui sont versés sous forme de salaire. La plupart du personnel, en même temps aussi, c'est un moyen de pouvoir caser leur clientélisme politique. En dépit de tout, le secteur de la santé aura bien besoin d'une certaine stabilité, et cela pour le bien-être des patients. Nafissatou Silla, santé toujours avec les chiffres de la dépigmentation. Le taux de prévalence est estimé à 71% selon une étude menée en 2019. La révélation est du professeur Fatima Tali, dermatologue, vénérologue et chef du service de dermatologie de l'hôpital Institut d'hygiène sociale de Dakar. Elle souligne aussi que la dépigmentation coûte environ 10 milliards de francs CFA par an. Le professeur Fatima Tali était l'invité de RFM Matin. Le phénomène de la dépigmentation artificielle, encore appelée dépigmentation cosmétique volontaire, est en hausse au Sénégal. Si on compare des chiffres de 2000 et des chiffres de 2019, on se rend compte qu'on est passé de 67% à 71% de la prévalence. Donc elle est loin de diminuer. Alors on peut le retrouver partout au Sénégal, mais nous on a mené des études spécifiquement dans la région de Kaffrine, à Pikine, aux Parcelles Assainies et à Guédiawaye. L'enquête est en cours. Pour les résultats dont nous disposons, dans la région de Kaffrine, on est à plus de 54% des
cas, aux Parcelles Assainies à 64%, à Pikine à 71%. Donc c'est les derniers chiffres des enquêtes qui ont été menées en 2019. Le phénomène a une prédominance féminine, mais nous avons également des hommes qui se dépigmentent, mais pire, des enfants qu'on dépigmente à leur insu, puisque les produits cosmétiques dépigmentants utilisés par les mamans, malheureusement, sont également utilisés pour les enfants en guise de crème hydratante, mais peut-être aussi pour dépigmenter tout simplement les enfants. La dépigmentation constitue-t-elle aujourd'hui un problème de santé publique? Véritablement, c'est une priorité de santé publique. En raison de sa fréquence, on a dépassé les 10%, donc c'est un problème de santé publique. En raison de ses complications médicales, la morbidité, de la mortalité qu'elle peut engendrer. Et là, je ne parle que pour la dermatologie. Mais presque toutes les spécialités médicales et les spécialités chirurgicales sont concernées par cette problématique. Il y a également le troisième point, c'est-à-dire le coût économique. Aujourd'hui, on estime peut-être dans certains départements à plus de 10 milliards de francs CFA, bien sûr sur la base des extrapolations, la somme octroyée à l'achat des produits dépigmentants. Donc ces trois critères font qu'aujourd'hui on peut dire que la dépigmentation est une priorité de santé publique. Notez que l'Association internationale d'information sur la dépigmentation artificielle AIDA organise demain un panel sur le thème « Quelles solutions pour une politique nationale de prévention des complications de la dépigmentation cosmétique volontaire ?» Ce sera au musée des civilisations noires de Dakar. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. Je vous en parlais dans les titres, 2 corps sans vie et 20 blessés, dont 6 dans un état grave. Bilan provisoire d'un accident qui s'est produit vers 0h la nuit dernière sur la RN1. Un bus en partance pour la Guinée s'est renversé à hauteur de Keur-Martin près de Diouroup. Correspondance Aminata Goudjabi. Ce sont précisément une fillette de 2 ans et un vieil homme qui sont décédés dans l'accident. 6 autres voyageurs sont grièvement blessés. 14 autres ont eu des blessures légères. Ils sont tous admis au centre hospitalier régional de Fatick. Selon notre source, l'accident s'est produit vers minuit à hauteur du village de Keur-Martin sur la route nationale 1. Un bus de transport en commun en partance pour la Guinée a fait une sortie de route et s'est renversé. La voiture, qui transportait également une grande quantité de bagages, roulait à vive allure selon des témoins. Les voyageurs, pour la plupart d'origine guinéenne, étaient coincés dans le bus avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Ces derniers ont dû mobiliser leurs véhicules et 2 autres ambulances pour secourir les victimes. La gendarmerie était également sur les lieux de l'accident pour faire le constat. Aminatou Goudiabi, Fatick RFM. Arrêtons-nous à Mbour, où plus d'une dizaine de quartiers du département est sans eau depuis plus d'une semaine. D'autres quartiers n'ont le liquide précieux que durant la nuit. Un calvaire que dénoncent les habitants de Mbour. Ils déplorent le manque de communication de la Société des eaux sur ce désagrément. Abdourahmane Diallo. Une dame trouvée devant son étal au quartier Médine, un seau vide à côté d'elle, elle n'a plus d'eau pour laver les légumes. Durant la journée, tu ne trouves aucune goutte. C'est seule la nuit qu'on a l'eau et c'est juste pour 1 heure de temps. Vous savez, l'eau est indispensable. Quand t'as pas d'eau, tu as tous les problèmes du monde et tu peux rien faire. Une autre dame, elle habite Metsef. Actuellement, l'eau ne coule plus de son robinet depuis la fête de Tabaski. Depuis la Tabaski jusqu'à aujourd'hui, si tu te lèves pas la nuit, tu n'arrives pas à trouver de l'eau. Et d'ailleurs, nous on est obligé de faire la sieste parce que toute la nuit on ne dort pas. On patiente en attendant que les robinets coulent. Et ça c'est très compliqué, c'est trop dur. Ce jeune homme, trouvé en train de discuter avec 2 personnes, s'étonne du manque d'eau. Il essaie de trouver une explication. C'est très compliqué, c'est trop dur pour nous. Peut-être c'est l'implantation des usines de sachets d'eau qui ont causé ce problème. Je sais pas, mais en tout cas, tu travailles toute la journée, tu rentres chez toi, tu as du mal à trouver de l'eau pour même prendre une douche. Donc c'est pas facile. Si ce sont ces usines, ils n'ont qu'à nous donner des explications claires, car là, on vit un calvaire. Nos tentatives de joindre le service départemental de la SDE sont restées vaines. Donc les quartiers Grand-Bourg, Metsef, Médine, Médine Extension et même la zone Sonatel vont prendre leur mal en patience. RFM Bourg, Abdourahmane Diallo. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Binta Diallo. Bonjour Souleymane. D'abord l'Éthiopie, 4 morts dans des manifestations contre le Premier ministre. Le Premier ministre éthiopien, prix Nobel de la paix 2019, fait l'objet depuis mercredi de vives contestations. 4 morts, plusieurs blessés. Voyons tout cela avec Virginie Léontine Sagna.
Virginie. Au moins 4 personnes ont été tuées et des dizaines blessées dans des manifestations en Éthiopie contre le Premier ministre Abiy Ahmed qui vient d'être récompensé par le prix Nobel de la paix. Des partisans du militant controversé Jawar Mohamed sont descendus dans la rue, brûlant des pneus et dressant des barricades dans plusieurs villes. Jawar Mohamed, fondateur du média d'opposition Oromia Media Network, OMN basé aux États-Unis, a accusé les forces de l'ordre d'avoir tenté d'organiser une attaque contre sa personne. Toutefois, la police a nié les accusations selon lesquelles elle aurait tenté d'écarter son service de sécurité pour le fragiliser face à une éventuelle attaque d'adversaires politiques, provoquant un face-à-face tendu à Addis Abeba entre forces de l'ordre et partisans de l'opposant. Ce conflit souligne les divisions au sein de la communauté Oromo avant les élections générales prévues en mai 2020. En Côte d'Ivoire, l'ancien ministre de la Jeunesse à l'écoute de la justice. Charles Blé Goudé, ancien ministre de la Jeunesse sous le régime du président Gbagbo, doit être édifié sur son sort mercredi prochain. Les juges diront si oui ou non l'ex-leader des Patriotes va être jugé à Abidjan. Charles Blé Goudé, acquitté par la Cour pénale internationale mais qui séjourne toujours à La Haye, est poursuivi entre autres délits de crimes contre des prisonniers de guerre. L'ancien président de l'Assemblée nationale centrafricaine de retour à Bangui. Abdou Karim Mekassoua avait quitté la Centrafrique au mois d'octobre. L'ancien président de l'Assemblée nationale avait été destitué de son poste pour mauvaise gestion. Accueilli en grande pompe, il déclare se positionner dans l'opposition et que les conditions ne sont pas du tout réunies pour la tenue de l'élection présidentielle. Réponse du président de la République sur RFI, Archange Touadéra dément également que ce sont les Russes qui assurent sa sécurité. Et aujourd'hui, il n'y a pas de raison de dire que les conditions ne sont pas réunies. Les élections de 2015-2016 ont été organisées dans quelles conditions? C'est les conditions plus dramatiques, plus difficiles. Nous sommes dans le cadre de la mise en œuvre d'un accord de paix. Et il y a des avancées. Ceux qui prêchent l'apocalypse, bon, ça les regarde. Mais dans le cadre de notre partenariat, surtout sur ces questions-là, notre ministre de la Défense a écrit à son homologue de la Fédération de Russie, qui a bien voulu consentir de mettre à la disposition, gracieusement, des instructeurs russes pour la formation de nos militaires à l'utilisation de ces armes, que la Fédération de Russie a accepté de nous donner. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'on est parti chercher nous nous sommes adressés de manière officielle à un État. Au Botswana, le président sortant remporte les élections. Mokwetsi Mazizi a été élu pour 5 ans à l'issue de ce mercredi 23 octobre, du scrutin donc de ce mercredi. Mazizi, 58 ans, a accédé à la présidence du Botswana en avril 2018 après la démission de son prédécesseur Ian Khama. La constitution botswanaise limite le nombre de mandats présidentiels à 10 ans maximum. Souleymane Sitou. Merci Binta Diallo. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue aujourd'hui, nous parlons de l'inévitable recomposition de la scène politique à la lumière de la constitution annoncée d'un nouveau pôle de l'opposition et nous en discuterons avec Maurice Soudjek-John, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et avec Mamadou Wan, dit Mao, sociologue et analyste politique. RFM Sport. Cher Tidiane Diagne, rebonjour. Rebonjour à vous Souleymane, rebonjour à tous. Le journal des sports, c'est d'abord du basketball féminin, tournoi de pré-qualification aux Jeux Olympiques, d'énormes changements apportés à la liste du Sénégal. Ah oui, sur les 12 qui ont été appelés par le sélectionneur Cheikh Sarr, 12 sont juste participés à la dernière compétition continentale qui s'est déroulée à Dakar. Parmi elles, il faut noter les absences de Mame Diodji Diouf et de Oumou Kalsoum Sarr. Dans ce cas alors nous allons écoutez plutôt le dossier signé Sodekam. Dans la liste des 12 joueuses du Sénégal publiée hier, 6 lionnes étaient dans le groupe lors de l'Afrobasket. Il s'agit de la meneuse Bintou Djemmé, de l'arrière Ndaysen, de l'ailière Lalawan, des ailières fortes Mam Marissi et Oumou Khairissar et du pivot Maïmouna Diarra. On note également la présence des joueuses qui étaient présélectionnées lors de la préparation pour l'Afrobasket 2019. Il s'agit de la meneuse Ndeye Khadijatou Dian, de l'arrière Oumou Khairitiam, de l'ailière Ndeye Fatou Ndiaye
et de l'ailière forte Ndai Chama Kamara. Par contre, la meneuse Elma Kintamalo et l'ailière forte Mariam Diop signent leur première sélection en équipe nationale féminine A. Toujours dans cette liste, de grosses absences sont notées. Il s'agit de la capitaine Astou Traoré, de Yassina Diop, de Lena Nian, de Mam Djodja Diouf, de Aïda Fall et de Fatou Diagne. Pour ce tournoi prévu du 14 au 17 novembre, le Sénégal est logé dans la poule B avec le Mali et l'Angola. Dans la poule A, nous avons le Nigeria, le Mozambique et la RDC. Au sortir de ce tournoi, les deux meilleures équipes vont jouer le tournoi pré-olympique prévu au mois de février 2020. Astou Traoré et Mam Djodja Diouf, les grosses absences de cette liste qui a été publiée hier par le sélectionneur Chersar. Pour rappel, le tournoi va se dérouler du 14 novembre au 17 du même mois. C'est à Maputo au Mozambique. 6 équipes prennent part à ce tournoi, notamment le Nigeria, le Sénégal, l'Angola, le Mali, le Mozambique et la République démocratique du Congo. À l'issue de ce tournoi, 2 équipes se qualifient pour le tournoi de qualification olympique qui aura lieu en février 2020. Nous enchaînons avec le basketball toujours pour parler de la finale nationale 1 chez les dames. C'est prévu demain, samedi à 18h au stadium Marius Ndiaye. Cette finale va mettre prise des étudiantes du Dakar University Club à l'équipe de l'AS Ville de Dakar. Nous enchaînons aussi, Suleiman, avec sur le handball plutôt, avec la fédération qui va clôturer sa saison demain au stadium Lat Dior de Thiès. Au menu, les finales de la Coupe du Sénégal en dames à 16h, Duc Université Gaston Berger. À messieurs, à 18h, AS Fonctionnaire, plutôt ASFA, fait face à l'équipe de l'ISEC. Les regrets de Génération Foot au lendemain de son élimination en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le but concédé à domicile a pesé lourdement sur la balance au moment du décompte final. Battu hier au Caire 1-0 par les Amalek, le Grénan avait pourtant dominé la manche aller sur le score de 2-1 à domicile. Mais pour Abdoulaye Diaw, Génération Foot pourrait bénéficier de circonstances atténuantes. On l'écoute, il était dans RFM Matin ce matin. Cette défaite nous ramène tout de suite à la manche aller du côté de Thiès. C'est maintenant que Génération Foot se rend compte que pendant un moment, à Thiès, elle a tenu la qualification. Ce but qui lui a manqué, Génération Foot l'a tenu à Thiès pendant un moment. Pendant un moment, Génération Foot a mené 2-0 dans ce match. Qu'est-ce qui se passe quand Génération Foot a mené 2-0? L'expérience des Égyptiens a fait surface, puisqu'à ce moment, ils ont programmé un but dans le match de Thiès. Qu'est-ce à dire? Où ils coulent pour de bon, en prenant 3-0 à Thiès, où ils reviennent à 2-1. Et ils sont revenus à 2-1 depuis les insuffisances, pas seulement de Génération Foot, mais des footballeurs sénégalais. Nous prenons les mêmes buts, les balles arrêtées, coup franc aux abords de la surface de réparation, corner. Alors pourquoi nous prenons ces buts? C'est parce que nous ne savons pas les marquer. Les Sénégalais ne marquent pas de corner. Non, c'est devenu une remise en jeu dans le football sénégalais. Et voilà comment nous les prenons. Parce qu'en football, ce que vous ne savez pas faire, si on vous le retourne, eh bien vous êtes perdant. Nous avons pris un but à Thiès, pour reparler de Génération Foot, sur corner. Et c'était suffisant. Au match retour hier, le législateur nous aurait dit, sur l'ensemble de la partie, vous avez fait match nul. Des 2 parties, vous avez fait match nul. 2 buts partout. Mais c'est surtout le but que vous avez pris chez vous qui vous élimine. Nous parlons à présent des championnats européens. La Ligue 1 en France, c'est la 11e journée qui va être entamée cet après-midi. À 18h45, Nantes fait face à l'équipe de l'AS Monaco qui parvient tant bien que mal à rétablir l'équilibre au classement. En Angleterre, c'est la 10e journée, 19h, Southampton Leicester parmi le trio de tête. En Espagne, c'est la 10e journée, 19h, Villarreal Alaves. En Italie, 9e journée, 18h45, Hellas Vérone Sassuolo. Et puis en Allemagne, c'est la 9e journée qui va être entamée dès ce soir à partir de 18h30, Mayence accueille la formation de Cologne. Merci, cher Tidiane Diagne. RFM, la radio autrement. Le Festival sur l'environnement démarre aujourd'hui et nous aurons l'occasion de revenir là-dessus lors de nos prochaines éditions. Mais c'est surtout l'occasion pour la rédaction de s'intéresser aujourd'hui au parc de Hann qui est envahi par les eaux de pluie avec les travaux du train express régional. Une situation réfutée par les responsables de l'APIX chargés du chantier. Amadou Sabarba.
Les travaux du train express régional avec leur lot de dégâts sur l'axe Dakar-Diamniadio, le parc forestier et géologique de Han n'est pas épargné avec les eaux de pluie. Mbakesek, activiste et écologiste, dénonce cette agression de l'environnement. Qui est l'une des zones les plus basses de Dakar ou bien de la région de Dakar. Avec la saturation de la nappe de Thiaroye, le parc de Han reçoit toutes les eaux pluviales souterraines au niveau de Dakar, ce qui explique l'inondation que nous vivons aujourd'hui, dont l'une des causes directes sont les travaux du TER qui ont perturbé le canal de drainage des eaux du parc de Han vers la baie de Han. L'APIX pointe du doigt l'autorité en charge des travaux du TER s'explique. Yatma Djei, directeur environnement et libération des emprises à l'APIX. Le TER ne fait qu'assainir la plateforme ferroviaire et les eaux de cette plateforme sont drainées vers les exutoires naturels. De pareils chantiers impactent soit positivement ou négativement sur l'environnement, mais pour les responsables du parc de Han, le lieu souffre de mauvais systèmes de canalisation à l'origine d'inondations. Capitaine Montmarseille, directeur du parc forestier et géologique de Han. On doit parler des inondations. Ce que nous avons connu, c'est en fait un problème lié au réseau d'évacuation des eaux qui ont été bouchées quelque part du fait des ordures, du sable qui est entré dans les regards. C'est ce qui a fait que l'eau qui recueille au niveau du parc, mais également les eaux des quartiers environnants qui rentrent dans le parc n'ont pas pu être évacuées par ces réseaux-là. C'est ça qui a fait qu'on a connu un problème. Le festival se tient chaque année au parc de Han. Cet événement met en exergue la culture au service de l'environnement pour la promotion de l'éco-citoyenneté. Dans Point de vue, nous discutons aujourd'hui de l'inévitable recomposition de la scène politique à la lumière de la Constitution annoncée d'un nouveau cadre unitaire de l'opposition. Et pour en parler, nous sommes avec Maurice Soudiek-John, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Maurice Soudiek-John, bonjour. Bonjour. Bonjour également à Mamadou Wan Di Mao, sociologue et analyste politique. Bonjour. Alors, nous restons avec vous, Monsieur Wan. Comme nous l'évoquions tout à l'heure à l'introduction de ce point de vue, on annonce la mise en place d'un nouveau cadre unitaire autour de personnalités politiques de l'opposition telles que Idrissa Seck, Pape Diop et d'autres. Quelle est votre analyse de cette nouvelle recomposition, disons, de l'opposition? Est-ce que ce nouveau cadre aura un impact réel sur le jeu politique tel qu'il se déroule actuellement, à votre avis? Tout d'abord, j'aime bien le mot de composition parce qu'il y a déjà quelque chose. Il y a déjà eu des processus de cadre unitaire comme le Front, je pense que le Front National Patriotique, où en tout cas ces leaders ou leurs partis sont partie prenante de ce processus de cadre. Donc ça veut dire soit que ce processus de cadre qui existait ne fonctionne plus, ou bien n'est pas opérationnel. Deuxième, à mon avis, traceur de lecture, c'est effectivement les choses en temps ont changé. Il y a quand même, on ne peut pas ne pas tenir compte un potentiel recomposition sur l'axe également, je pense, APR, un peu PDS, avec quelque chose, à mon avis, c'est un événement. Effectivement, cette recomposition se passe de part et d'autre. Voilà. Donc pour moi, et en même temps, il y a le pôle radical. Parce que bon, moi, le Sénégal, ce qui m'étonne un peu, les recompositions ne se font pas à partir de blocs idéologiques. Identitaire. C'est ça la question. C'est le lien, le ciment qui lie un peu ces différents partenaires sur la question idéologique. Justement, je pense que c'est un point important pour vous. Oui, non, mais parce que pour moi, les alliances doivent se faire sur soit un programme commun minimal, soit sur la base aussi d'identité idéologique. C'est-à-dire qu'on est un pôle de gauche, un pôle centriste au niveau de l'opposition, et même un pôle d'extrême gauche. Mais on ne voit pas ça. On voit des rencontres aujourd'hui, une recomposition, M. Idrissa Seck, M. Gakou, M. Pape Diop et M. Dupur, mais sur quelle base? Et M. je pense, Madi Kenya.
Sur quelle base? Moi, je pense qu'on doit faire sortir, à mon avis, un manifeste politique, et à partir de ce manifeste politique, de quelques points, sinon l'opinion va se perdre. Déjà, l'opinion est perdue. Très bien. Sur ce point-là, je voudrais interroger M. Maurice Soudiek John. Quelle est votre analyse en tant que chercheur en sciences politiques de cette recomposition, notamment sur les questions soulevées par Mamadou Wane Dimao, sur les fondements idéologiques, les fondements peut-être même objectifs de telles alliances, et de quel poids va peser ce nouveau cadre unitaire au sein de l'opposition d'après vous, et quels seront les impacts sur l'ensemble du jeu politique? Oui, je crois qu'il y a eu, avec l'instauration de cette manipulation inique qu'a été le parrainage, une contraction, voire une certaine fermeture du jeu politique sénégalais. Aujourd'hui, on a une sorte de réouverture avec le PDS qui revient un peu, avec Khalifa Ababakar Sall qui est sorti de prison et qui pose des actes politiques. Aujourd'hui, avec le pôle, le cadre de concertation créé par une sorte de reconstitution de la coalition autour d'Idrissa Seck, et à côté vous avez aussi le pôle qu'on pourrait qualifier de pôle radical constant dans l'opposition, qui avec est Ousmane Sonko. Donc tout cela montre qu'il y a une redistribution des cartes, une réallocation des forces politiques, et qui peut-être est le prélude à un certain nombre de combats qui sont en ligne de mire par rapport à des questions qui ont été agitées jusque-là, notamment la question du troisième mandat, par rapport à d'autres situations. On a vu que Idrissa Seck était resté enfermé dans un certain mutisme assourdissant, et qu'aujourd'hui, il ne peut pas être arrivé deuxième à la présidentielle de février 2019 et être dans cette posture où on ne sait pas quelle est sa position, où on ne voit pas quelles sont ses perspectives, où on ne l'entend pas sur des questions aussi cruciales que l'affaire du pétrole, le troisième mandat et toutes ces questions qui agitent le landerneau politique sénégalais. Donc je crois que c'est une façon de rétablir une bizarrerie de sa part, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un leader de sa trempe puisse être silencieux et absent de cette sorte dans la scène politique. Mais dites-moi, est-ce que cette atomisation justement de l'opposition avec différents cadres unitaires, différents pôles, ne dessert pas cette opposition à contrario de ce qui se passe au niveau de la majorité présidentielle, où on assiste plutôt à un processus de consolidation? Jusqu'à présent, chaque fois que l'opposition a obtenu des progrès significatif, c'est lorsque il y avait justement ce processus de consolidation, un cadre unique et pas différents cadres, différents pôles. Oui, je crois qu'il peut y avoir plusieurs cadres. L'essentiel, c'est que ces cadres différents, je vous ai parlé tout à l'heure de la reconstitution de la coalition d'Idrissa Seck quelque part, et ça c'est un cadre électoral qui est en train d'être transformé en un cadre plus permanent, certainement. Vous avez d'autres pôles également dans l'opposition. Je crois que l'essentiel, c'est que sur des questions transversales, que tous ces pôles puissent se retrouver et voir comment définir un plan d'action pour mener le combat sur des questions spécifiques d'intérêt commun pour toute l'opposition. Mamadou Wane, se pose dès lors la question du leadership justement de l'opposition qui, pour fédérer toutes ces initiatives, toutes ces forces en mouvement, Idrissa Seck, Khalifa Sall, ou une autre personnalité, qui d'après vous et selon quelle modalité? Non, mais moi je pense que c'est fini, le leader unique, du type Abdoulaye Wade dans les années ça, il faut 90 et fermer 2000. Vraiment ce livre d'histoire. Peut-être un leadership éclaté avec différents pôles, et surtout le pôle radical, le pôle émergent aujourd'hui, qui est le pôle de Sonko, parce qu'une opposition aussi, en politique, il faut marquer les territoires. En absence de marque de territoire, vous n'existez pas. Soit vous êtes des cartels, parce qu'il faut faire la différence entre cadre unitaire et des cartels.
Et les cartels, souvent, c'est des combinaisons ou des alliances de type électoral. Parce qu'aussi, il faut dire la vérité, vous l'avez même, à mon avis, effleuré un petit peu. Il y a une certaine lassitude, l'opinion, surtout le peuple si je peux parler comme ça, entre guillemets, de l'opposition se perd. Parce que plus vous avez des différents pôles et ils n'ont pas d'identifiant clair, les gens se perdent. Hein? Et aujourd'hui, moi je pense que le pôle émergent de l'opposition, il y a une partie un petit peu anti-système, entre guillemets, qui va se retrouver autour de Sonko qui est dans la bataille et qui prend en politique. Il faut accepter quand on est dans l'opposition, il faut prendre du coup. Si vous ne prenez pas du coup, vous n'existez pas. Bon, maintenant, il y a le pôle aussi avec le Congrès, j'ai oublié le nom. Le Congrès pour la démocratie et la renaissance. Voilà, qui peut... c'est intéressant, c'est un pôle, à mon avis, promoteur, qui peut être assimilé un petit peu en courant de centre-gauche. Parce que c'est comme ça que les gens se reconnaissent. On se reconnaît à travers des pôles, Diallo et Sall. Voilà, un petit peu de centre-gauche. Maintenant, vous avez, maintenant, je ne sais pas, le pôle autour d'Idriss Seck, je ne sais pas comment le dénommer dans une certaine mesure, parce qu'on ne voit pas le lien, les affinités idéologiques. Ils sont allés répondre au dialogue. Ils sont dans le cadre du Front national patriotique. Et tout d'un coup, ils créent quelque chose dont on ne sait pas l'identifiant. Est-ce que c'est pour... C'est peut-être au lendemain de l'élection présidentielle. C'est quand même tous des candidats malheureux de la dernière présidentielle qui se sont mis ensemble autour d'une plateforme post-électorale. Non, attention, cette plateforme est partie parce qu'ils ne reconnaissaient pas Macky Sall. Ils ne reconnaissaient pas les résultats de l'élection. Très bien. Ils se sont retrouvés autour de ça. Mais par la suite, il n'y a pas eu un plan d'action finalement. Très bien, nous avons bien compris, M. Mamadou Anne. Malheureusement, nous sommes tenus par le temps. Peut-être une dernière question, vraiment pour 30 secondes pour Maurice Soudjek John. Peut-être l'avenir. Récemment, ou ces dernières années, il y a eu un impact réel contre le pouvoir quand il y a eu des jonctions des forces, y compris les forces sociales. Or, cette fois-ci, outre l'atomisation de l'opposition, il y a également un certain départ entre les forces politiques et les forces sociales. Est-ce que vous pensez que c'est de bon augure ? Oui, je crois qu'il y a des convergences qui vont se faire, des polarisations communes qui vont se matérialiser au fur et à mesure que les politiques vont être posées, notamment par les tenants du pouvoir, par rapport à des questions cruciales. Je pense à cette problématique du troisième mandat, je pense à la question de la succession, je pense à la gestion des ressources naturelles et à d'autres questions également relatives à l'apaisement du climat social, mais aussi des questions d'ordre économique et social. Et sur toutes ces questions-là, je crois qu'il est possible d'avoir des convergences des différentes forces politiques et sociales en vue d'objectifs communs. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à Point de vue sur cette question cruciale. À 12h48, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à la préparer.